Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi Presse de ce mercredi 31 octobre 2018. C'est avec Ildefonse Akpaki, le patron du journal La Gazette du Togo. Jean-Paul Agbo a été le patron du journal Focus Info et Thierry Afanoukoue, l'administrateur principal du site Capola.net. Ensemble, nous aborderons les grands sujets de l'actualité. Nous parlerons du programme national de développement qui veut actuellement, en tout cas, qui voit actuellement le chef de l'État face donc aux investisseurs allemands, Faure Gnassingbé, au forum business de G20 sur l'investissement, lancé un appel à investir en Afrique. On en parlera avec les confrères tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi politique au cœur, l'intransigeance politique et ses conséquences désastreuses. On va en parler. Bienvenue. Oui, la petite trompette qui annonce quand même l'antenne avec les confrères. Merci à vous, merci Jacques Prosper qui assure donc la coordination technique ce matin. Bonjour Jean-Paul Agbo, à vous l'été. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Ildefonse Akpaki. Bonjour Eric. Merci d'être là. Merci. Thierry, bienvenue, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Là on abordera les questions qu'on a programmées pour le débat tout à l'heure. Nous donnerons la possibilité aussi aux auditeurs d'intervenir dans le débat et de donner leur avis sur les sujets que nous aborderons tout à l'heure. D'abord, le premier sujet, c'est par rapport donc au dépôt de dossier pour le concours de recrutement au niveau de l'enseignement depuis quelques jours. On le voit et les réseaux sociaux le relaient abondamment d'ailleurs. Les tribunaux de notre pays pour le casier judiciaire, les commissariats pour les dossiers à légaliser, les DRE du pays sont pris d'assaut par nombre de Togolais, un peu plus de 25 000 selon les informations, les dernières qui nous sont parvenues. Ces 25 000 jeunes qui désirent être enseignants, alors que l'État ne souhaite recruter que 2000 jeunes, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela Thierry Afanoukoue? Non, je crois que ce qui se passe actuellement démontre le niveau de notre pays en matière d'emploi. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui est sans emploi, qualifiée, qui est sans emploi. Et vous avez vu, quand on a lancé le concours, beaucoup de personnes se sont lancées dedans. Maintenant, reste à savoir s'ils seront retenus. Une chose est de faire les dossiers demandés et de postuler donc, et de participer au concours. Une autre chose est d'être qualifié, c'est-à-dire après le concours. Vous savez que dans notre pays, quand on lance ce genre de concours-là, il y a, je dirais, un flou total qui entoure la proclamation des résultats. On a lancé dans ce pays le même concours et par après, on n'a jamais connu les résultats parce que il s'est passé un truc, on nous a dit qu'il y a tricherie et on n'a jamais trouvé de solution à ce problème-là et c'est resté là. Maintenant, vous avez vu, par rapport à ce concours, il y a pas mal de monde au niveau des tribunaux, histoire de chercher les casiers judiciaires. Je crois ce matin, l'auditeur nous annonce qu'il y a un bousculade terrible au tribunal de Lomé. Oui, cela nous amène à lancer cet appel à notre justice, au ministère, le garde des Sceaux, de revoir cette histoire-là. C'est-à-dire que quand il s'agit d'avoir le casier judiciaire, il faut aller dans la ville ou à l'endroit où on est né. Ça pose un véritable problème parce que si on fait toutes ces dépenses-là et que par après on ne réussit pas, ça pose un véritable problème. Par exemple, pour ce concours-là, si jamais je suis né à Dapaon, je devrais me rendre à Dapaon pour chercher le document qui coûte 1000 francs. Qui ne coûte que 1000 francs. Maintenant, ceux qui délivrent également ce document-là, il faut voir comment ils se comportent avec les citoyens qui viennent chercher ce document-là. Donc, il faut revoir la chose. Aujourd'hui, il y a cet engouement autour de ce concours-là parce que tout simplement, qu'on refuse de le reconnaître, la situation des enseignants est mieux qu'avant. Et ça intéresse, oui, il y a tout cela, ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Donc, même si on n'a pas vocation à devenir
devenir enseignant parce que les conditions aujourd'hui sont mieux que ce qu'on connaît de par le passé. Donc beaucoup s'intéressent à la fonction et c'est une bonne chose. Alors il y a un engouement terrible quand même, curieusement, autour de ce concours. Ça fait un bon bout de temps que le gouvernement togolais n'a plus quand même lancé ce genre de concours. Les derniers qui ont été donc annoncés, pour certains, on n'a pas connu les résultats, pour d'autres, ça n'a même pas démarré. On se rappelle de ce concours-là en 2013, à veille du scrutin législatif, ce concours où des jeunes ont déposé de candidatures, en tout cas ont postulé, mais le concours n'a jamais eu lieu. Alors l'engouement peut être aussi, Jean-Paul, expliqué par le fait qu'il n'y a pas un service en ligne qui permet quand même de ne pas avoir déjà ça agglutiné, par exemple, au niveau des DRE, pour dire on dépose le dossier. Oui, on aurait souhaité que ce genre de recrutement ait une dimension aussi peut-être numérique ou digitale. Je crois que le gouvernement a pris l'option de passer à la digitalisation ou à la numérisation d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de services, d'un certain nombre d'administrations. Donc effectivement, il faut aller vers ça. Je crois que Thierry l'a dit, cet engouement démontre que la demande en matière d'emploi est plus forte que l'offre et qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, hommes comme femmes, qui sont encore aujourd'hui au chômage, même beaucoup qui sont sous-employés ou travaillent dans l'informel, font de ce qu'on appelle, pour être, comment dire, gentil, l'auto-emploi. Donc la demande est forte. Mais en même temps, il faut rajouter que un État, encore plus aujourd'hui, n'a pas vocation à absorber tout cela. Il appartient au secteur privé, donc de créer des emplois. Mais le rôle de l'État est de créer les conditions pour permettre justement à ce secteur privé de créer des emplois et donc de résorber toutes ces demandes. J'ajouterai pour finir, là aussi en reprenant ce que Thierry a dit, que ça démontre aussi que finalement, toute proportion gardée et toute mesure prise, que malgré tout, le métier d'enseignant, comme on dise, aujourd'hui, leurs conditions s'est améliorée. On ne peut jamais être totalement satisfait. On n'a pas trouvé mieux ailleurs. Oui, mais si on n'a pas trouvé mieux ailleurs et que dans un secteur, si c'est pire qu'avant, on n'irait pas. C'est au moins qu'il y a quelque chose. Je ne dis pas que les enseignants vivent au paradis. Je dis simplement que depuis 10 ans, leur situation, c'est globalement les chiffres le démontrent. Et puis, je me permettrai peut-être de donner des conseils à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont en train de se battre pour ce concours. Et au-delà à tous les jeunes, c'est aussi peut-être lorsqu'on est dans une recherche, dans une dynamique de recherche d'emploi, il faut savoir peut-être aussi anticiper. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces pièces à jour systématiquement, parce qu'on ne sait pas quand on va vous le demander. Demain, aujourd'hui, c'est peut-être la fonction publique qui ouvre une session de recrutement, mais demain, c'est peut-être EcoBank, c'est peut-être Taxi FM, je ne sais pas, qui peut vous appeler, vous demander de venir à un entretien avec vos pièces. Ce n'est pas le jour-là que vous allez courir, aller faire un casier judiciaire, aller faire votre certificat de naissance. Donc, c'est un conseil que je me permets. Lorsqu'on est dans cette démarche-là, il faut systématiquement avoir ces pièces à jour. Alors, pour le casier judiciaire, on sait que ça a duré de seulement 3 mois. Bon, on ne sait jamais si dans l'intervalle, il se passe quelque chose, ça peut toujours avantager. Mais en même temps, est-ce que sa situation, avec 2000 jeunes à recruter, mais déjà on nous parle de 25 000 qui ont réussi à déposer leur candidature, est-ce que ça ne doit pas inquiéter les gouvernants? Je crois que les confrères qui m'ont précédé ont dit l'essentiel. On dit l'essentiel de ce qui se passe. La réalité est telle que aujourd'hui, nous devons reconnaître que la population togolaise est majoritairement jeune et que aujourd'hui encore, c'est le chômage ambiant qui plane au-dessus de cette jeunesse-là. On les retrouve un peu partout. Certains se débattent pour créer eux-mêmes leurs emplois. Oui.
malgré toutes les contraintes que cette jeunesse-là rencontre. Mais moi, ce que je vais faire comme observation, c'est de savoir pourquoi on lance les concours, hein, et que les résultats, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, les résultats n'ont pas été affichés pour qu'on sache qui sont ceux-là qui ont été reçus et pourquoi ne sont-ils pas engagés pour combler cette nécessité-là dont on a senti et dont on a lancé le concours. Il y a un. Deux, c'est que ça me fait sourire des fois quand on dit que c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois. Oui, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le secteur privé au Togo ait cette autonomie-là? Vous savez, vous ne voyez pas des conditions favorables pour le secteur privé aujourd'hui? On n'a pas mis des conditions adéquates en place pour l'aider à évoluer? Vous savez ce que vous appelez par OTR au Togo pour le secteur privé? Vous savez ce que ça coûte pour les opérateurs? Non, quand on est en règle, en réalité, on ne doit pas avoir peur du policier. Je vais vous raconter c'est une histoire, mais qui est vraie. Un groupe de médecins qui se fait construire une clinique qui a commencé par travailler et qui bizarrement a été talonné par le service des impôts. Pourquoi? Parce que ces médecins-là qui ont créé cette clinique se retrouveraient ou bien seraient quelque part membres d'un certain nombre de mouvements de la société civile qui va à l'encontre des actions du gouvernement. Vous savez ce que l'impôt a fait? Non. Oui, on a fermé la clinique parce que la taxe qui leur a été imposée n'a pas été à la hauteur du travail qui se fait. Ça veut dire que non seulement on ne paie pas la taxe, en plus on ferme la clinique. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas payé de taxe, mais la taxe qui leur a été imposée, j'ai dit. Oui, ça n'a pas été payé finalement, non? Non, ils n'ont pas pu. Ils ne peuvent pas. On perd l'emploi. Alors, tout ce groupe de médecins a chuté comme ça. Bon, il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect de cumul de fonctions de ceux qui sont à la tête, ou bien ceux qui régentent aujourd'hui le pays, où on voit des gens qui cumulent 3 à 5 fonctions. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, ça je l'ai appris de la bouche du ministre Bawara, qui a dit qu'il y a des gens dans l'administration qui, normalement, devaient être admis à la retraite. Oui, mais aujourd'hui, ils ont refusé. Ils sont toujours là, dans l'administration. Mais alors, qu'est-ce que l'État fait normalement pour que ces genres de situations que moi je viens de souligner, qu'on essaie de revoir, pour que lorsque la demande est forte, que ceux qui doivent être reçus soient à même d'occuper ces postes-là. Parce que, vous savez, dans le code du travail au Togo, il y a un nombre d'années qui est fixé. Mais, ma foi, il y a des gens qui sont admis à la retraite, mais qui sont encore rappelés. Moi, je ne comprends pas. Oui, alors il y a des contrats qui sont signés à certaines personnes. Alors qu'il y a des cadres, des jeunes cadres qui sont là, qui peuvent valablement faire le travail. Très bien. Bonjour Olivier Alain. Bonjour cher Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Oui, Jean-Paul, vous voulez peut-être placer un mot parce que... Oui, non, je voudrais réagir juste pour dire que quand on dit que c'est le secteur privé qui crée les emplois, ça ne devrait pas prêter à sourire parce que c'est ça la réalité, sauf peut-être dans des pays à système communiste qui n'existent pratiquement plus. Dans tous les pays au monde, surtout l'économie de marché est celui qui est adopté, c'est le secteur privé qui crée les emplois. Aujourd'hui, la fonction publique, je crois, la fonction publique générale, je crois, l'État, puisque les collectivités locales en tant que telles ne fonctionnent pas, oui, en tant que telles, emploie en gros 50 000, 60 000 personnes. Mais vous conviendrez avec moi que c'est insuffisant au vu de la demande. Donc, c'est le secteur privé. Et là où on s'accorde, c'est de dire que justement, le rôle de l'État, c'est de créer un climat, un contexte pour que non seulement les entreprises puissent s'installer, prospérer, créer des richesses et avoir donc suffisamment de ressources pour créer les emplois. Donc, on ne devrait pas sourire par rapport à ça. La deuxième chose, c'est effectivement
la question des impôts, je lisais un rapport de l'OCDE qui disait d'ailleurs qu'en Afrique, on ne mobilise pas suffisamment les ressources publiques, c'est-à-dire les impôts directs, indirects, etc. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas véritablement se développer si on ne mobilise pas suffisamment de ressources, y compris les impôts. Maintenant, il faut que l'impôt soit juste, et l'impôt soit, l'assiette de l'impôt permette quand même... Parce qu'il faut qu'on dise aux Togolais, par exemple, hein, si nous ramenons le problème chez nous, pourquoi est-ce que vous payez les impôts et oui. à quoi Donc, ça sert? on doit payer les impôts. Oui. Je suis d'accord que lorsque on paie les impôts et qu'on a l'impression qu'on n'en fait rien, on a du mal à en payer. Oui. Même dans les pays où on a l'impression qu'on fait quelque chose, personne spontanément n'aime payer les impôts. J'ai suivi aussi il y a quelques jours une émission là-dessus. C'est très difficile de payer, surtout quand on est un homme, on a un homme d'affaires, on a une entreprise, etc. C'est pas spontané. Si on peut trouver une formule pour payer moins ou pour carrément ne rien payer du tout, c'est ça. Donc le rôle aussi de l'OTR, etc. L'exemple qui vient d'être donné, je pense que c'est plutôt, enfin moi ce que je me trompe, c'est la caisse plutôt qui a eu maille à partir avec cette clinique, à moins que je me trompe. Mais le rôle aussi de l'OTR, c'est effectivement de mobiliser le plus de ressources, mais en faisant en sorte que, en trouvant l'équilibre entre le besoin de recouvrer l'impôt et la nécessité de laisser l'activité prospérer. Parce que si vous fermez, si vous fermez, c'est un vrai problème, hein. Oui, c'est ce que je dis, si vous fermez, non seulement vous n'allez pas recouvrer ce que vous souhaitez, en plus vous allez créer du chômage. Donc il faut savoir créer, trouver le juste équilibre. Et je finirai simplement pour dire que ce n'est pas simplement ceux qui sont pas proches du pouvoir, etc., qui subissent ce genre de redressement. Je ne vais pas citer de nom. On a quelqu'un plutôt proche du pouvoir, un confrère, qui a eu un redressement il y a peu. Je ne vais pas donner son nom, mais son entreprise a été fermée. Je ne vais pas dévoiler quelque chose ici. Moi-même qui parle, j'ai eu une mise en demeure pour payer les impôts. Donc, je crois que oui, il doit avoir ça, je ne nie pas, mais il n'y a pas que ça. Je crois que les agents de l'OTR cherchent, surtout dans une période de crise comme celle-là, où peut-être même l'État a besoin d'argent pour financer les élections à venir, ils essaient de mobiliser davantage de ressources. Donc, c'est important. Comme on dit. Olivier, alors, la jeunesse togolaise aujourd'hui est amassée dans les derrières à travers le pays. Hein, ça bouscule sérieusement. C'est l'expression de quoi, à votre avis? Non, tout le monde sait que c'est l'expression donc d'un manque de prise en charge, parce que l'État n'arrive plus à consommer, à employer donc cette masse de jeunes qui sortent des universités chaque année. Je crois que ce sont des dizaines de milliers que nos universités produisent chaque année. Et combien l'État donc absorbe parmi ces jeunes? Et combien sont ceux-là qui initient des entreprises ou voilà donc des projets et que ça réussit. Donc vous savez, en Afrique en général, le problème de nos pays, c'est la faiblesse donc que nous avons à consommer ou à absorber la masse de jeunes. Mais au-delà de ça, il y a aussi le problème même qui consiste donc à avoir des structures qui soient fortes et qui accompagnent les projets, les initiatives des jeunes. Et quand vous allez donc au niveau... Il y a quand même des programmes par rapport à ça. Hein. Oui, il y a des programmes, mais leur efficacité reste à prouver. Parce que, vous savez, quand on nous dit qu'il y a des milliers aussi d'entreprises qui se créent au Togo par an. Mais combien de ces entreprises arrivent à prospérer dans le temps? C'est des entreprises créées sur papier. Bon, on peut dire ça comme ça, mais quand même l'État les reconnaît. On fait des déclarations, tout ça. Ils sont partis s'enregistrer. Maintenant, dans la faisabilité. Oui, c'est ce que je dis. Il faut des structures d'accompagnement, pas seulement au niveau donc et financier, mais surtout au niveau même de pilotage d'une structure. Il faut un coaching derrière. Il faut que l'État aussi ait des structures qui accompagnent ces gens et ces jeunes-là.
Je sais qu'il y a la MPGF et je crois avec une initiative jeudi j'ose de l'ANVTO, je ne sais plus si je me trompe, mais voilà, du FAEJ. Ben, ça ne suffit pas, il faut encore mieux. Et vous savez, c'est ça aussi qui est la cause du problème donc, de l'État togolais, c'est que cette masse de jeunes réclame ou bien exige de l'État qu'il joue son rôle, qu'il le prenne en charge. Et ils expriment ça à travers voilà, donc, des revendications politiques. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, il dit que lui, je conseille à ces jeunes d'oublier l'État, chercher à entreprendre aussi à prendre leur destin en main. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, réellement, sur le terrain. Oui, l'État a compris qu'avec l'entrepreneuriat, les jeunes pourront s'occuper, sauf que les structures mises en place pour accompagner ces jeunes-là ne jouent pas comme cela se devrait leur rôle. Parce que vous prenez par exemple le FAEJ pour un financement de, je donne juste un exemple de 5 millions, il faut passer des mois et des mois, voire des années, encore que avant que ce prêt-là ne vous soit octroyé, c'est des tractations, des négociations. Des fois, hein, vous prenez, on vous donne finalement le prêt, mais sur les 5 millions, peut-être vous allez vous retrouver avec 2 millions ou 3 millions. Comment c'est possible? Oui, parce que il y a des rétrocommissions. Oui, il y a tout. Je ne sais pas comment non, c'est des réalités. Approchez les jeunes. Oui, c'est ça la réalité. Vous prenez par exemple le Pradem. Allez-y comprendre comment ce projet-là a été piloté. Sur 5 millions, 10 millions qu'on vous octroie, vous vous retrouvez peut-être avec 4 millions. Parce que celui qui pilotait le projet, il a sa part. Celui qui... Et comment on rembourse alors? Ah oui, c'est ça toute la difficulté. Et vous voyez que quand on est prêt pour les remettre les chèques, on les montre à la télé. Mais allez-y, 1 an après ou 2 ans après pour voir si ces jeunes-là s'en sortent véritablement. Donc, c'est tout cela qui je crois qu'on va en parler par rapport au PND. Il faudrait que le chef de l'État puisse être cette fois-ci plus regardant dans toutes ces initiatives-là. Il a beaucoup de travail. Il est seul quand même. Malheureusement, ceux à qui il fait confiance, ces personnalités-là ne jouent pas le rôle. Et le résultat est là. Vous avez vu sur 2 millions qu'on attend, on nous parle de plus de 25 millions. Non, 2000 plutôt. 2000, il y a 25 millions 25 000 qui se bousculent. Les Béninois aussi aiment les millions. Quand ils veulent. D'accord. Alors, il y a un auditeur qui nous dit pour le grand nombre au concours, ça montre le taux élevé du chômage. Les concours au Togo, les affaires, les connaissances, le main-d'œuvreisme, les feuilles de dossier, 5 000 francs, il faut que l'État revoie ça à la baisse. Bon voilà, je sais pas, Ildefonse a pris en parole à Jean-Paul avant de marquer la pause. Oui, mais lorsque Olivier disait tout à l'heure que le chef de l'État ne pouvait pas lui seul faire tout ça là, est-ce qu'il demande des comptes au moins? Sans pas moi. Non, mais il faut qu'il demande des comptes parce que il ne se rend pas compte de ce qui se passe. De ce qui se passe. On lui présente des comptes tronqués, on lui donne des fiches techniques qui sont tout autre chose avec la réalité. Oui, mais vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Lorsque ces programmes naissent, pourquoi à la longue ils changent de nom? Pourquoi? C'est-à-dire que c'est la même chose qui se répète. Et je suis malheureux que le chef de l'État n'a pas un œil regardant dans tout ce qui se fait. C'est des millions qui s'envolent comme ça. Moi, je ne comprends jamais ce système qui parle de volontariat. Parce que quand je prends le code du travail au Togo, il faut au moins 30 ans ou 35 ans pour être admis à la retraite quand vous avez commencé. Mais vous employez les gens pour 5 ans et 5 ans après, ils retournent au chômage. Bon, on a toujours dit, communiquer là-dessus, que c'est juste pour avoir de l'expérience. Non, j'en viens. Non, cette communication était toujours faite. On va continuer le débat, permettez Ildefonse. Parce que ça reviendra dans le PND. On va en parler justement. On va en parler tout à l'heure après la pause publicitaire.
Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse. Ce matin, avec nous, Olivier Ada, Thierry Fanoukou, Jean-Paul Agbo et Delphonse Apaki. Delphonse, vous évoquez le cas du volontariat. Pour vous, vous ne comprenez pas, il y a un programme comme ça où vous travaillez 50 heures, après vous restez à la maison. Je vous disais quand même que la communication a été faite autour. C'est juste pour avoir de l'expérience. Oui, mais moi, et ceux qui s'y engagent, ben, le savent. Je dis une chose. Est-ce que le Togo a suffisamment de ressources? Si on a des ressources, vers où ou vers quoi ces ressources-là sont exploitées? Et il y a ça. Il y a aussi le fait, j'ai parlé tout à l'heure aussi de cumul de fonctions. Si aujourd'hui, les gouvernants même sont conscients de ce que dans l'administration togolaise, il y en a qui ont déjà fait l'âge requis où ils doivent travailler et après être admis à la retraite. Mais si le gouvernant ou le gouvernement même est conscient de cela, parce que c'est le ministre qui en parle, qu'est-ce qu'on fait pour que ceux qui ont déjà... Ça veut dire que le ministre est impuissant. Ah bon? À ce sujet, mais qu'est-ce que vous voulez? L'autorité est impuissante face à cette situation-là. Ah, donc on est en danger là. Mais bon, moi je ne comprends pas. Ceux qui ont le pouvoir, si ils sont impuissants face à cette situation, et donc je suis sûr que cette jeunesse-là va inexorablement souffrir. Parce que on ne pourra rien. Il y a ça. Et puis le développement à la base également. Parce que celle qui nous parle de développement à la base, elle cumule combien de fonctions, elle aussi? Elle est directrice de cabinet. Oui, elle est ministre. Elle est ministre. Et puis elle s'emploie aussi dans ces histoires de microfinance, FNFI et autres. Il n'y a plus d'autres personnes, d'autres jeunes cadres qui peuvent. Ça dit que l'exemple doit venir de nous-mêmes. Voilà pourquoi je suis très émerveillé quand vous m'avez dit tout à l'heure que les autorités sont impuissantes face à cette situation. Non, c'est un constat que je fais. Que si le ministre est amené à le dire, c'est peut-être pour prendre à témoin l'opinion. Non, je suis d'accord avec vous. Mais ceux qui ont le pouvoir, je dis, ça sera surprenant qu'ils soient impuissants face à cette situation. On parlera du PND tout à l'heure. Jean-Paul Agbo, je vais aussi la parole en temps. Oui, pour ramasser un peu tout ce qui est... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les différents mécanismes, instruments pour accompagner les jeunes. Je voudrais d'abord dire que c'est pour accompagner, en fait, ils ne se substituent pas aux promoteurs, aux porteurs du projet. Donc si ça ne réussit pas ou ça ne prospère pas, on ne peut pas dire que la responsabilité de ça incombe à ceux qui lui ont apporté peut-être le financement. Alors qu'il y ait des rétrocommissions, des choses comme ça, moi j'en sais rien, mais je pense que c'est des choses qui doivent être, à mon avis, marginales. Parce que d'ailleurs quand on parle de... Oui, quand on parle de... Bon, je ne sais pas dans quelle proportion, parce que déjà, Fayège, quand on parle de financement de 5 millions retrouvés, déjà Fayège ne participe pas, enfin, ne finance pas à hauteur de 5 millions, si je crois que c'est le maximum, c'est 2,5 millions. Donc, je veux dire, ça peut exister, mais il ne faut pas considérer les couacs dans le projet pour estimer que finalement c'est pas... Parce que dans le même temps, il y a d'autres jeunes qui ont bénéficié de ces accompagnements, de ces plans, et qui aujourd'hui ont réussi à quand même faire prospérer jusqu'à un certain niveau leur projet. Donc oui, moi je pense que c'est dans tous les pays, les porteurs de projets ont un accompagnement, que ce soit institutionnel, étatique ou privé. Il le faut, parce que beaucoup n'ont pas les moyens, déjà les moyens financiers pour faire prospérer leur projet, et puis surtout les ressources, j'allais dire les ressources techniques, etc. Donc ils ont besoin d'être accompagnés au-delà de l'aspect financier, ils ont besoin d'être accompagnés. Les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, parce que nous-mêmes à notre âge, quand on monte un projet, on a besoin que des gens nous accompagnent pour faire prospérer. Donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même s'il y a des couacs par rapport à ces projets. Et sur la question de volontariat, je crois que c'était important que ce soit rappelé, que en fait le volontariat c'est pas un emploi. Et d'abord tu l'as bien relevé, c'est pour permettre à un certain nombre de jeunes d'acquérir de l'expérience et pour l'entreprise d'avoir des personnes, mais peut-être l'entreprise n'a pas encore les moyens d'engager une personne. Donc
le volontaire profite donc de sa présence dans la boîte pour acquérir de l'expérience et l'entreprise aussi profite de sa présence pour un certain nombre de tâches. Donc, c'est gagnant-gagnant. Dès le départ, le volontaire sait que c'est quelque chose qui est à durée déterminée. C'est dit, mais dans la réalité, est-ce qu'on contribue à réduire le chômage quand on fait cette politique? Non, mais encore une fois, le volontariat, à partir du moment où, dans l'essence même, ce n'est pas un emploi à durée indéterminée, on ne peut pas considérer que c'est pour le volontariat en lui-même constitue quelque chose pour résoudre le problème. Non, c'est pour permettre justement aux volontaires après à faire valoir son expérience et à trouver un emploi. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes disent, bon, on sort de l'université, ouais, vous avez fait de la théorie, vous êtes diplômé en je ne sais pas quoi, mais on vous met dans un bureau ou je ne sais pas moi, sur le terrain, oui, mais vous n'avez aucune expérience, vous ne savez pas traduire vos expériences théoriques en connaissances pratiques. Donc vous avez besoin de... Parce que dans beaucoup d'autres pays, lorsque vous allez à l'école, vous avez aussi obligation, ça se fait dans les écoles ici, de faire des stages. Mais souvent, beaucoup n'ont pas de stage. Et donc là aussi, ça pose un problème finalement. Ça veut dire qu'il va falloir revoir le curriculum. Il faut tout revoir, le système éducatif. Oui, non, c'est important. Le stage, ça doit être cumulatif en même temps que la théorie. Mais après, vous ne pouvez pas obliger finalement les entreprises à recruter des stagiaires. Parce qu'une fois qu'ils ont recruté, vous-même, ici, vous êtes une entreprise, si vous recrutez des stagiaires, c'est vrai qu'au début, ils vont dire, ouais, recrutez-nous. Mais demain, ils vont dire, mais vous nous avez pris en stage, mais vous ne donnez rien, vous ne payez rien, les déplacements et tout ça. Donc tout ça, c'est des charges qui pèsent sur les entreprises. Donc un entrepreneur, avant de prendre un stagiaire, il réfléchit aussi, est-ce qu'il en a besoin, qu'est-ce que ça va lui apporter et tout ça. Or, le volontariat, c'est entre les deux. Ça permet à l'entrepreneur d'avoir un volontaire, entre guillemets, un stagiaire, et donc donc encore une fois, le stagiaire ou le volontaire donc, bénéficie d'une certaine expérience et l'entrepreneur aussi profite de la présence. Avant de passer à un autre sujet, Olivier, est-ce que parce que tout à l'heure, peut-être que vous allez dire ce que vous voulez dire tout à l'heure, mais Delphonse parlait de ces vieux qui sont en la retraite mais qui sont toujours dans l'administration, de ceux-là qui cumulent des fonctions. Pendant ce temps, l'État dit qu'il n'a pas les moyens, mais lance quand même des concours de recrutement et continue pas à payer ces vieux qui sont là, ces vieilles qui sont là, qui refusent de partir. Non, je crois que ça c'est une anomalie à dénoncer et il faut le dire et donc haut et fort parce que la loi c'est que vous avez un certain nombre d'années à passer dans l'administration publique. Après vous pouvez être ou vous devez donc être admis à la retraite. Maintenant, il faut dire qu'il y a aussi des exceptions. Parfois, l'État a besoin de certaines compétences qu'elle n'arrive pas forcément à trouver, des compétences exceptionnelles qu'elle n'arrive pas à trouver avec l'expérience qui accompagne et qui appelle d'autres avec un contrat. Donc, et des gens qui ont déjà passé. Oui, mais ce sont des... Non. Oui, c'est un cas de figure. C'est un cas de figure. En attendant qu'il meure, s'il est encore vivant. Oui, mais on m'a posé une question, je réponds à la question. S'il est vivant, pourquoi ne pas? Si on a un besoin de lui par rapport à sa compétence, mais aussi à l'expérience accumulée. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des jeunes, lorsqu'on les admet directement, ils ont besoin d'un temps d'adaptation, parfois long, mais il y a des gens qui ont déjà eu l'expérience assez et qu'on a besoin. Je ne dis pas qu'il faut généraliser ça, ce sont des exceptions. J'ai mis le mot exception pour exprimer cela. Donc, mais la règle, ça ne devrait pas de laisser des gens donc, en fonction alors que leur temps est arrivé. Maintenant, pour terminer, oui, ce qu'on disait en réalité et par rapport à mon confrère Jean-Paul Agbo, ce n'est pas le fait que voilà, les gens, les jeunes qui ont des projets, donc l'État devrait voilà, être derrière pour veiller, pour faire le babysitting jusqu'à ce qu'ils ne réalisent donc leur entreprise. Non, mais au moins il faut quantifier l'impact de l'État donc par rapport à son intervention sur ce plan précis. C'est-à-dire, quand vous accompagnez 1000 jeunes
combien par an on arrive donc à accompagner jusqu'à ce que l'entreprise soit et fonctionne. Si c'est 1%, je crois que l'impact de l'État n'est pas... C'est public. Et donc, il faut quand même qu'on ait ces chiffres-là, mais je crois que c'est très marginal. C'est très marginal, comme vous avez utilisé le mot, c'est très marginal par rapport à l'impact réel que nous cherchons. Très bien. Il y a quand même quelques réactions par rapport à ce premier sujet-là. Il y a un auditeur qui nous dit, justement, sur la question, sur le cas du concours, qui est un véritable problème au palais de justice pour la délivrance donc, du casier judiciaire. Beaucoup de monde n'ont pas été servis, mais la clôture pour le concours de recrutement, c'est ce soir à 17h. Ils demandent qu'on les aide. Bon, on n'est pas juge. Alors, on espère proroger la date juste placer moi jusqu'à la par fédération. rapport à ces vieux-là qui devaient être admis à la retraite, mais qui continuent d'exercer. Il y a aussi ce volet, cet aspect de la chose. Vous voyez, tous les anciens ministres pratiquement se retrouvent autour du chef de l'État avec des titres gonflants, conseillers et tout, mais ça ne fait pas sérieux. Olivier le disait tantôt, mais quand on voit que la personne, dans 1 an ou 2 ans, va partir en retraite et qu'on a besoin de sa compétence, on n'a qu'à le faire seconder en même temps avec un jeune. Le peu de temps qu'il le reste, il va passer la main aux jeunes. Parce que ça ne fait pas du bien. Mais vous êtes d'accord? Je pense qu'on est en train de comprendre. On ne confond pas. On ne confond pas. Parce que aujourd'hui, le débat est lancé qu'il faut renouveler la classe politique. Il faudrait que, non seulement la classe politique, il faudrait que nos dirigeants, ceux qui sont à la tête des institutions, qu'on puisse aussi essayer de placer ici et là des jeunes. Il faut les accompagner. Parce que personne ne naît, personne ne naît avec des expériences. Il faut toujours exercer pour avoir l'expérience. Monsieur Jean-Paul et Ildefonse. Oui, je disais, je suis d'accord parce que j'ai l'impression qu'on confond deux choses. Il y a ceux qui sont admis dans la fonction publique et qui y travaillent et qui sont admis après à la retraite, après je ne sais plus combien d'années de travail ou à un certain âge. Ceux-là, quand ils s'accrochent à leur poste, parce que alors que ils ont atteint l'âge limite ou ils ont fait le nombre d'années de service, ça, c'est pas normal. Je crois que c'est de ça que le ministre parlait. Maintenant, une fois, tu peux être à la retraite, mais on peut, ceux dont on parle, c'est des postes nominatifs. On peut te nommer. On peut te nommer conseiller du président. Ça n'a rien à voir avec ton parcours au sein de la fonction publique. Tu peux être à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'à 65 ans, 60 ans, les gens sont obligés de rester à la maison. Si un responsable politique ou le président estime que cette personnalité admise à la retraite, par ailleurs, peut lui être utile au sein de son cabinet, il ça... n'y a que les mêmes qui sont là depuis laissez-moi finir. Ça, c'est une autre question. Le fait que ce soit les mêmes qui soient là, c'est différent du fait que on nomme quelqu'un qui est à la retraite. C'est pas exactement le même débat. C'est la première chose. La deuxième chose, bon, peut-être que je vais choquer, mais honnêtement, quelqu'un qui cumule deux fonctions nominatives, c'est pas dans la fonction publique. Honnêtement, vous pensez que c'est ça qui va résoudre le problème de chômage? Vous avez parlé de 25 000 jeunes pour une place de 2 000. Et vous pensez que parce qu'on aura enlevé on aura enlevé 2-3 postes et que ça va c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ce qu'il faut, c'est une vraie politique d'emploi en faveur de la jeunesse et un cadre, un climat des affaires favorable aux entreprises avec les exonérations fiscales, tout ce qu'il faut pour que ces gens créent des Alors, vous n'êtes pas d'accord avec Thierry, Ildefonse n'est pas d'accord avec vous. Oui, non, mais j'ai été heureux qu'il ait ajouté le qualificatif vrai. D'accord. Oui, vous avez dit tout à l'heure une vraie politique d'emploi. Oui. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui existait là, je ne vais pas dire. C'est un petit peu du fake. Voilà. Non, c'est pas du fake, c'est qu'il n'est pas à la hauteur, puisque on a fait le constat qu'il y a des milliers de... Oui, il y a des faiblesses. J'ai relevé tout à l'heure, et là je ne suis pas d'accord avec Olivier, quand il dit que, il a dit tout à l'heure l'expérience. Vous savez, quand le ministre Bawara parlait, il n'a pas dit cas exceptionnel.
quand vous l'écoutez, vous saurez que dans l'administration togolaise, il y a des problèmes. Quels genre de problèmes? Oui, on a évoqué le cas d'un certain Victor Attara au niveau du tourisme. Liberté en a parlé au niveau du ministère des Mines et de l'Énergie. Oui, il y a aussi notre cas là-bas. Même au niveau du ministère de la fonction. Non, lui, il est parti finalement. Il est parti finalement. Oui. Ah. Et donc, vous voyez, mais ce qui me choque, moi, des fois, c'est que il y a certains citoyens qui ont atteint l'âge d'être admis à la retraite, qui sont admis à la retraite et qui 2 ans, 3 ans sont encore rappelés. Je ne parlerai pas de ce que la jeunesse montante n'a pas été modelée. Moi, je me rappelle que mon papa, il fut ingénieur technicien de la haute fréquence. Et moi, j'ai bénéficié de quelques avantages à aller à Kara et à connaître le centre émetteur de Yadeboui. Quand il était dans sa 3e année de départ, j'ai lu ce qu'il a écrit à Feu Pitan Tchala. J'ai lu et j'ai gardé en tête. Cette équipe-là que nous constituons, puisqu'il était le chef, part dans 2 ou 3 ans. Alors il faut former ceux qui viendront. C'est de ça qu'il est question. Bien, messieurs, merci beaucoup. Je voulais maintenant qu'on avance. Il y a beaucoup de réactions sur ce sujet. On va les lire vers la fin du magazine. Je voulais maintenant qu'on parle du PND. Et ça va être presque le même sujet, mais à un autre niveau donné, puisque le chef de l'État et son gouvernement avaient quand même analysé la chose d'une autre façon, en reconnaissant quand même qu'il y a encore des progrès à faire sur le plan du développement de ce pays. Il y a un vaste programme qui a été conçu, un programme qui est logé au niveau, je pense, de la présidence, hein, aujourd'hui, non au niveau du ministère du Plan. Et ce programme a été vendu aux Chinois il n'y a pas longtemps. Vous étiez au Business Forum de Guangzhou, c'est ça? Voilà. Et aujourd'hui, le même programme est en train d'être vendu aux Allemands et aux investisseurs africains, puisque le chef de l'État, hier, lorsqu'il prenait la parole au sommet, à Berlin, a lancé un appel aux investisseurs africains pour venir quand même aider le Togo à réaliser son rêve d'un développement harmonieux pour le bonheur de nous, les Togolais. Est-ce que le programme, le PND, est un programme vendable réellement aujourd'hui, puisque certains disent qu'en réalité c'est du réchauffé du SCAF? Oui, même si c'est du réchauffé, pourvu que ça soit adapté à nos réalités d'aujourd'hui. Maintenant, on voit le chef de l'État après la Chine, en Allemagne cette fois-ci, toujours avec le même objectif, mobiliser les investisseurs autour de ce projet. Je crois que c'est une bonne chose, mais ça inquiète parce que, vous l'avez dit, le SCAP, oui, le SCAP à l'époque a été dénoncé ou critiqué par professeur Kakou Noubouko. Je ne maîtrise pas tout le contour de ce projet-là. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en phase de sensibilisation, puisque l'autre fois, le Premier ministre a eu à partager cette vision-là du gouvernement avec le secteur privé. Je veux bien croire que ça va arriver aussi au niveau de nous, les hommes de médias, pour qu'on puisse connaître les différents piliers, les différents axes de ce projet-là. Ça va nous permettre de suivre de près ce qui va se faire quand le programme va être déroulé dans son entièreté, et il le faut. Maintenant, le chef de l'État est en train de faire appel aux investisseurs. C'est une bonne chose. Il faut mobiliser les fonds. Moi, mon inquiétude, c'est de voir ces fonds mobilisés servir effectivement à ce pourquoi le chef de l'État les a... Vous avez un doute là-dessus? Oui, on a plein d'exemples dans notre pays. Vous avez vu, même le SCAP, si c'est qu'on arrivait à consommer ou à dérouler ce programme-là, aujourd'hui, le Togo ne serait pas là où il est aujourd'hui. Vous voyez, le chef de l'État, il a la vision. Maintenant, il faudrait qu'il s'entoure des techniciens
qu'il faut pour qu'on puisse porter ce projet-là au niveau espéré. On nous parle, hier, il a vanté les mérites du Togo en matière d'énergie. Vous savez qu'avec Contour Global, on sait tout ce qui entoure cette centrale-là. Aujourd'hui, on nous annonce, on nous annonce encore une autre centrale qui va être construite oui, bientôt. Donc, il faudrait que le chef de l'État puisse s'impliquer véritablement pour que les fonds mobilisés puissent servir à la construction ou au développement du Togo. Alors, Olivier, quand on écoute Thierry, on a le sentiment que le plus dur, ce n'est pas de mobiliser les fonds. Le plus compliqué sur le terrain, c'est d'arriver quand même à faire ce pourquoi vous avez reçu des financements, ou ce pourquoi les investisseurs sont arrivés. Un problème de gouvernance finalement? Non, je crois que ce n'est pas un problème qui est propre au Togo. On peut retrouver les mêmes problèmes dans plusieurs pays, surtout africains. Donc on s'en accommode, hein? Non, pas du tout. Je ne dis pas ça, mais quand même, il faut le relever. Et de deux, c'est que, vous savez, on a toujours dit que gouverner, c'est prévoir. Et combien de jeunes nous aurons d'ici, je ne sais pas, 10 ans? Et quelles sont les demandes, les infrastructures, en infrastructure, et c'est pas scolaire, etc. Donc que cela va nécessiter. Je crois que ces programmes sont très importants et pour tout gouvernement. Et ailleurs, on ne le voit pas, mais je crois que le PND, c'est un programme qui concerne non seulement le Togo, mais d'autres pays donc, africains qui mettent en place donc, leur programme similaire pour la gouvernance du pays. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans les années donc, à venir. Nous avons connu d'autres programmes Togo Émergence, je ne sais pas, 2030. Est-ce que c'est encore d'actualité ce programme de Kakonou? Bon, je ne sais pas trop, mais au moins aujourd'hui, après le SCAP, on parle du PND et c'est ce qui est important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut le faire? Moi, je crois que c'est ce que le chef de l'État et son gouvernement sont en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller donc à la recherche de fonds, parce que le pays ne dispose pas il ne peut pas financer ce programme ambitieux à lui seul. Donc, nous avons aujourd'hui le partenariat public-privé qui doit être mis en place, qui est en train de prendre forme dans d'autres domaines. Mais aussi, il faut quand même tendre la main aux investisseurs privés chinois et en tout cas du monde entier. Et maintenant, la gestion, il ne sait pas, quand un investisseur vient au Togo, avec son argent, ce n'est pas moi qui vais aller gérer à sa place. C'est lui qui vient, qui met son argent dans un projet déterminé qu'il a acquis. Donc, c'est là même aussi l'ambition, ou voilà donc l'intérêt de ce programme, c'est que les fonds qui vont être mobilisés, ça ne sera pas versé totalement entre les mains de l'État et pour gérer, mais plutôt c'est les investisseurs qui viendront et dans les domaines qu'ils ont ciblés, ils vont donc investir. Et il faut plutôt encourager. Et cela, prier que ça réussisse et qu'on voit une autre manière de faire. Parce qu'avant, c'était les États, les gouvernants qui allaient et qui, voilà, donc, négociaient des fonds, des prêts auprès donc, des bailleurs et qui venaient gérer ça à leur façon. Alors, aujourd'hui, on parle du développement de notre pays. On conçoit un programme. On va demander aux Chinois, aux Européens, aux Américains, j'en sais rien, aux Africains, puisque le chef d'État aussi s'est adressé donc aux investisseurs africains, et notre souveraineté. Non, j'espère que c'est juste une question pour taquiner, parce que quand vous voulez développer votre pays, vous avez besoin d'investisseurs. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté. Oui, mais parce que les investisseurs ne retirent souvent non, il faut pas tout confondre. Il faut pas tout confondre. Je crois qu'aucun pays ne peut se développer en vivant en autarcie, en refusant les capitaux étrangers. Et la Chine, les gens vont bien investir là-bas, aux États-Unis. Le président Macron invite les dirigeants des grands groupes internationaux, leur faire tout un show pour qu'ils viennent investir chez lui. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, quand ils viendront, ils vont s'intéresser aux questions politiques, dire comment Macron doit gérer sa relation avec le Parlement, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, ne mélangeons pas les choses. Aucun pays n'a pas les ressources à lui seul
de financer son développement, et de créer des richesses et donc des emplois. Donc on a besoin que des étrangers, y compris des nationaux, parce que le PND, quand on parle du secteur privé des investisseurs, on ne parle pas que des étrangers, mais on parle aussi des nationaux. Des nationaux qui sont les premiers acteurs de notre économie. On ne le dit pas souvent quand on dit, bon, les investisseurs, on pense systématiquement aux étrangers, mais les premiers investisseurs au Togo, c'est les Togolais eux-mêmes. C'est le secteur privé togolais, c'est beaucoup de PME, de toutes petites entreprises qui créent des richesses. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous à terre. Il ne faut pas non plus faire un tableau noir de la situation. Ils ne sont pas tous à terre. L'économie togolaise. Monsieur Meba, je disais, si tu me laissais finir, je dis l'économie togolaise traverse une situation difficile du fait de la crise, mais je parle des investisseurs togolais et la réponse est ils sont à terre, mais ils ne sont pas tous à terre, c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont à terre, mais je dis ils ne sont pas tous à terre. Toutes les entreprises togolaises ne sont pas en cessation de paiement ou en faillite. Oui, c'est ce que je dis. Donc, effectivement, on a besoin des étrangers pour venir investir. On a besoin surtout d'accompagner les locaux pour qu'ils continuent à investir, pour qu'ils continuent à créer des richesses. Ce qu'on peut demander en revanche, c'est que en invitant les investisseurs étrangers à venir ici, il faut s'assurer qu'on crée les conditions pour que ces investisseurs viennent et que ces investisseurs ayant investi dans notre pays puissent aussi attirer d'autres si effectivement les conditions, le climat le permettent. Là, on peut parler de la question de la gouvernance, la justice, etc. Parce que s'ils viennent et que demain ils se rendent compte que le climat ne leur est pas favorable, ils vont faire en sorte que l'image du pays soit dégradée au point où d'autres ne puissent venir. Je vous donnerai la parole tout à l'heure à Idelfonse Rassira sur le sujet, mais avant, on va marquer une pause publicitaire. Taxi Presse, dernière partie avec Olivier Aga, Thierry Afanouko et Jean-Paul Agbo, Idelfonse Akwaki. La liaison avec la rédaction de Taxi FM est établie et nous avons au téléphone Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi tout à l'heure à 12h45. Quel est le programme avec Jean-Marie Leblanc? Merci beaucoup Jean-Marie, à tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères et cette réaction de nos auditeurs par rapport à tout ce dont on parlait tout à l'heure. Ils disent dans un pays normal, on ne peut dire que c'est parce que les gens sont compétents qui ne doivent pas aller à la retraite. Non et non, d'ailleurs on n'a pas dit comme cela. Pour ce qui concerne l'emploi des jeunes, la jeunesse ne peut que s'en prendre qu'à elle-même. Lorsqu'on n'arrive pas à dire non à la dictature dans son pays, plutôt on la soutient, on ne peut qu'aller se bousculer, comme on le voit, que la jeunesse togolaise se réveille, dit l'auditeur. Maintenant, sur la question du PND, est-ce que c'est un produit vendable aujourd'hui? Vous avez souligné l'intervention du professeur Kakono Dekwa. J'ai entendu également l'expert en économie et finances Kuno Doji, qui a aussi dit que ce que vous venez, le programme STAP n'est que du pipeau. La preuve, c'est que ça a disparu, a laissé place aujourd'hui au PND. Bon, maintenant, moi, mon problème, quand les programmes sont conçus comme cela, c'est quoi la finalité et le résultat sur le terrain? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Mais c'est pour alléger quand même la souffrance des populations. Et Togo doit se développer. Vous avez vu, vous avez lu le dernier rapport sur le taux de chômage, le taux de pauvreté, de misère au Togo? Qu'est-ce que ça a donné? Moi, je vous dis... Non, on n'est pas en train de dérouler le PND. Oui, mais... On est en phase de communication. Le programme SCAP n'a pas pu marcher. Pourquoi? Pourquoi on le réchauffe? Pourquoi? Oui, pourquoi est-ce que c'est dit réchauffer? Oui, mais c'est le thème qu'on m'a employé tout à l'heure. C'est ce que je reprends. C'est la question qui m'a été posée. Alors, je reprends. J'ai dit tout à l'heure, tant que le chef de l'État lui-même n'aura pas un œil regardant dans tout ce qui se fait, il sera toutes les fois tourné en bourrique. Parce que quand vous êtes un chef, on demande toujours des comptes. Et quand on fait des comptes, il faut que vous-même vous ayez des gens sur qui vous comptez pour aller faire. Mais ils comptent sur eux tous. Ah bon? Mais pourquoi est-ce qu'il les a nommés s'ils ne comptaient pas sur eux, à votre avis? Pourquoi tout ça là, ça change de nom alors que c'est la même chose? Pourquoi? Mais c'est des questions qu'on se pose. Mais maintenant, la situation sociopolitique togolaise aujourd'hui n'encourage pas le chef de l'État que son appel qu'il lance soit
entendu aujourd'hui, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la crise qui secoue le Togo. Oui, qui est-ce qui sera cet opérateur économique qui verra les gens dans les rues en train de faire ci, en train de faire ça, où on crie sur la justice togolaise, on dit elle est au bot, elle est injuste et tout ça là qui viendra investir. Alors d'ailleurs, vous parlez d'investisseurs, combien sont-ils au Togo et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils donnent comme flux sur le terrain? Dites-moi, moi je veux savoir, c'est tout. Vous ne voyez pas qu'on absorbe un petit peu vos jeunes? Vous voyez comment ils se bousculent? Pour combien de places vous avez dit tout à l'heure? 2000. Et combien sont là? Bon, pour l'instant, on parle de 25 000. Ah, mais voilà, la réalité. Jean-Paul, le sujet, il est vendable? Pourquoi pas? Je crois que c'est Olivier qui le relevait. Et tous les pays quasiment africains, que ce soit les Burkinabés, la dernière fois les Béninois viennent d'adopter le PND. Chaque pays, ce qu'on reprochait plus ou moins à nos dirigeants, c'est de ne pas avoir une vision. En fait, le PND, c'est la vision du gouvernement ou du chef de l'État pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut faire du Togo? C'est ça. On ne peut pas le reprocher, ou on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir fait ça. On parle de choses précises. Ici, on a parlé la dernière fois du fait que le Togo est une place financière où s'installent beaucoup de banques. Oui. On veut vraiment insister sur cela, que le Togo soit véritablement une place pour attirer justement les établissements financiers. On veut donner davantage de place à notre port, qui aujourd'hui est le principal port à conteneur de la sous-région qui a dépassé Lagos, en développant des infrastructures connexes. Il y a les agropoles, les parcs industriels, il y a toute une série même de si choses. le sport du Togo ne nous appartient plus presque. Je vais me mettre des débats dans les débats. Donc, il y a une série de choses qu'on souhaite réaliser. Donc ça, c'est la vision du chef de l'État sur les 5 prochaines années. Maintenant, pour faire ça, l'État seul, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas plus dans un système communiste. L'État seul ne peut pas. L'État n'a pas les moyens. Donc on va chercher des investisseurs. Bon, mon confrère n'en voit pas, mais il y a des investisseurs. On vient de parler de la centrale thermique, c'est un investisseur, ce n'est pas l'État qui finance ça, c'est un investisseur. Donc, bon, quand on voit un investisseur, on dit un investisseur, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, il y a des investisseurs. Peut-être il n'y a pas suffisant, c'est pour ça qu'on va en chercher. Et encore une fois, on va chercher ces gens. Mais pour les convaincre, et surtout quand ils viennent, il faut créer encore une fois les conditions pour que ces gens-là puissent... parce que quand ils viennent investir, ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé leur aura demandé, c'est parce qu'ils auront vu une vraie opportunité de mettre leur argent au Togo plutôt que... Parce que les autres pays, c'est des concurrents, le Burkina, la Guinée, et le Ghana, etc. Donc, il faut leur expliquer pourquoi ils viendraient mettre leur argent au Togo plutôt qu'en Côte d'Ivoire. Et une fois que vous les aurez convaincus de ça, il faut qu'ils voient le résultat et qu'ils en tirent leur profit. Je voulais qu'on aborde, on va rester toujours en Allemagne pour aborder ce sujet, le volet politique de la chose, et ça va nous amener à revenir sur la situation politique du Togo. On va faire tout ça en 15 minutes, le temps aussi après de donner la parole aux auditeurs. Je vais commencer par vous. Angela Merkel, après des échecs successifs à la tête de son parti, donc, a décidé de quitter. Alors, hier, on posait la question aux confrères ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est en réalité un message aux dirigeants africains qui sont en Allemagne aujourd'hui, ou c'est simple coïncidence? Je crois que c'est une coïncidence, hein, parce que l'Allemagne a son histoire, les pays africains aussi ont leur histoire. Angela Merkel a fait son temps. À un moment donné, elle s'est rendue compte avec l'histoire du Brexit que ça n'allait pas. Parce que vous avez vu qu'en Europe aujourd'hui, ou bien au niveau de l'Union européenne, c'est ceux qui montent au pouvoir, c'est des gens qui sont des populistes, qui tiennent des discours qui mobilisent la population. Peut-être que Angela Merkel n'a pas ça à vendre à son peuple.
c'est ça parce qui a fait sa que... politique d'immigration a voilà, lamentablement échoué. Voilà, c'est ça qui a fait que à un moment donné, son parti n'arrive plus à faire de bons scores pendant les élections. Maintenant, elle a compris qu'elle a fait son temps et vous avez vu tout le débat qu'il y a eu autour de ça. On disait qu'elle est affaiblie ou... Ici, on parle de beaucoup de choses, mais elle a recadré les choses en disant qu'elle reste celle qu'elle est et en rien, sa politique ou sa personnalité n'est affectée par l'évolution des choses en Allemagne. Maintenant, nos dirigeants africains pourront tirer profit de l'exemple d'Angela Merkel en se disant qu'à un moment donné, il faut céder et faire place aux autres. Parce que ce n'est pas facile, mais on doit arriver à cette culture-là. Parce que, vous savez, Eric, ce pays-là, vous et moi, on ne peut pas construire le Togo. Il faut faire un temps, laisser, permettre aux autres aussi de continuer. Donc, nos chefs d'État doivent apprendre cela. Ceux qui traînent les pas ou jusqu'à maintenant n'ont pas mis ça dans leur programme, ils doivent comprendre que les choses changent, les choses évoluent. Olivier? Non, le cas Angela Merkel, je crois que... Est-ce que ça pourrait inspirer, d'ailleurs? Ça pourrait inspirer... Le confrère Liberté, d'ailleurs, parle spécifiquement ce matin du cas du Togo. Si la déclaration d'Angela Merkel peut y avoir des incidences sur le président Faure Gnassingbé. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses, en fait. C'est-à-dire, il faut replacer les choses dans leur cadre. Donc géographique et historique. Thierry vient de le dire. Oui, mais Angela Merkel a fait cette annonce-là après une défaite électorale, et je crois en Bavière. Oui, en Bavière. Et elle est un peu, même si elle ne le reconnaît pas, elle est un peu affaiblie au niveau même de son, de son alliance. Et aujourd'hui, elle a duré au pouvoir. Donc il y a des pays où les défaites électorales sont très déterminantes, et ça veut dire simplement que elle n'est plus totalement soutenue par sa population. Elle doit tirer donc les conclusions, et c'est normal. Je crois que ça doit être même voilà le baromètre pour tout homme ou toute femme politique qui gère la chose publique. Les élections sont très importantes pour situer, pour être un baromètre de la confiance que les populations leur accordent ou ne leur accordent plus. Et c'est normal. Maintenant, le cas togolais, permettez-moi de dire que c'est un cas... Si vous gagnez à chaque fois, donc ça veut dire que vous pouvez Non, continuer. pas forcément. C'est-à-dire, les lois aussi doivent s'appliquer. Et il ne faut pas... Nos pays, normalement, doivent être des pays qui fonctionnent ou bien qui fonctionnent par rapport à la loi. Et l'Allemagne a ses lois qui s'appliquent. Le Togo a ses lois aussi qui s'appliquent. Donc aujourd'hui au Togo, si on veut une limitation de mandat, si on veut l'alternance, il faut le faire en fonction, au regard de la loi. C'est pourquoi il faut aller vers les réformes. Parce que la loi que nous avons, la loi fondamentale que nous avons aujourd'hui, ne limite pas les mandats. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est nos textes qui le disent. Mais l'idéal, dans tous les pays aujourd'hui, c'est une limitation de mandat, c'est que les dirigeants aient un temps, donc leur mandat limité dans le temps. Donc nous n'allons pas décréter cela, mais il faut travailler à ce qu'on aille vers les réformes et que nous ayons des lois qui permettent cela. D'accord? Donc c'est ce que moi je dis. On peut dire oui, copions Angela Merkel, mais sur quelle base? Par rapport à quoi? D'accord? Mais pour copier Angela Merkel, il faut aussi avoir les tests. Certainement que le chef de l'État aujourd'hui peut décider de lui-même de dire bon, je ne me représenterai plus ou je n'irai plus. Ça, c'est une décision qui est propre à lui, qui est subjective. Mais pour que les décisions soient inscrites dans la loi, ou bien les principes que nous adoptons soient inscrits dans les lois, il faut aller vers ces réformes-là. Ildefonse Akpaki. Moi, ça me fait sourire quand on parle du respect de textes au Togo, parce que... Il faut bien les respecter quand même, ces textes. Je ne dis pas qu'on les respecte, mais je dis l'idéal, c'est qu'il faut les respecter. Oui, je ne dis pas le contraire, sauf que ceux qui doivent être les premiers exemples ne le font pas. Pendant 13 ans, je n'ai pas vu le chef de l'État se soumettre au respect de l'article 74
qui lui demande, ou qui lui fait obligation. L'état de la nation. Jamais, il ne l'a jamais fait. Alors, il doit être le premier à donner l'exemple. Il y a ça. Mais par rapport à Angela Merkel, je sais que politiquement parlant, elle est fragilisée. Le confrère Thierry a eu le temps d'éplucher tout ce qu'elle a eu comme démêlé politiquement parlant. Ça doit normalement faire inspirer les leaders politiques africains. Ceux qui veulent être, ceux qui veulent éviter l'usure du pouvoir doivent s'inspirer de cela. Parce que vous savez, quand vous faites un premier mandat, un deuxième mandat, un troisième mandat, vous rentrez dans l'usure, dans ce que nous appelons l'usure du pouvoir. Oui, mais même s'ils ne sont pas fatigués, ils continuent. Il n'y a pas d'usure. Ça fait sourire. Mais je sais que ceux qui sont plus imprégnés que moi sur un plan purement politique l'ont toujours dit ainsi. Et donc je crois que c'est l'exemple qu'il faut suivre. Quittez les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, très bien. Jean-Paul Lagbourg, et puis je vais vous interroger sur le cas de ce collègue. Je ne sais pas si quelqu'un peut croire sérieusement que Angela Merkel ait pris cette décision parce qu'elle allait accueillir des présidents africains. Je ne crois pas du tout. Alors, il n'y a pas une seule seconde que la vie politique allemande est rythmée par les réalités africaines. Cela a été dit, elle a subi plusieurs revers électoraux, elle est fragilisée par rapport à sa politique et au sein de son propre camp. Et aujourd'hui, elle en a tiré les conclusions. Donc, voilà la réalité d'Angela Merkel. Donc, il ne s'agit pas qu'elle inspire ou qu'elle n'inspire pas des dirigeants africains. Ce qui dit, soit dit en passant, dans notre sous-région, par exemple, à part ici, je crois que la limitation de mandat, d'ailleurs, ce n'est pas la limitation de mandat qui fait partie d'Angela Merkel, c'est une décision tirée de la réalité politique qu'elle estime ne plus lui être véritablement favorable. Oui, mais justement, est-ce que sur le continent, est-ce qu'il y a quand même de ce courage-là qu'on voit? Non, chacun enseignement de ces réalités politiques. Oui, encore une fois, il y a des présidents qui font qui font leur mandat et qui s'en vont. C'est ce que Olivier a essayé d'expliquer, que lorsqu'on est confronté à un certain nombre de choses, on en tire les conclusions. Donc, on part. Donc, on ne peut pas dire que qui inspire qui. Moi, ça pose la question, même si ce n'est pas la question de limitation de mandat qui a fait partir Angela Merkel. Ça cause, moi, je me ramène à la question de la limitation de mandat, puisque c'est ça qui nous intéresse. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour la limitation de mandat, tout en ne considérant pas ça comme un indicateur du dynamisme démocratique ou comme un indicateur du fait qu'un pays soit démocratique ou pas. Lorsqu'on est président des États-Unis, on fait deux mandats. La responsabilité d'un président américain n'a aucune commune mesure avec la responsabilité d'un président tchadien. Vous êtes président américain. Parce que la responsabilité. Oui. Et que oui. Au Tchad, c'est petit. C'est exactement. Mais quand vous êtes président américain, vous êtes quasiment dirigeant du monde. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, en partie, ils ont fait ce choix. La France a fait ce choix très récemment sous Sarkozy. Ça ne voulait pas dire que depuis ce temps, la France n'était pas un pays démocratique. Donc nous, on va attendre un peu, c'est ça? Non, si tu me laissais finir mes phrases, tu allais comprendre mon raisonnement. La deuxième chose, je ne suis pas sûr que si on avait imposé ce genre de choses à quelqu'un comme Kagame, même si par ailleurs on peut discuter de sa gouvernance politique, le Rwanda serait là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est par rapport à la réalité de chacun. Je suis pour, encore une fois, non pas parce que c'est un indicateur de démocratie. Moi, je suis pour plusieurs raisons. 3 essentiellement. La première, c'est qu'après le règne des pères fondateurs, le long règne des pères fondateurs, symboliquement, il était important qu'on limite pour que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a une rupture, qu'on ne va plus assister au long règne des pères fondateurs. La deuxième raison, c'est parce que lorsque en Afrique, souvent en Afrique, il y a des contestations. Ce n'est pas seulement au Togo, au Bénin, en Guinée, dans quasiment tous les pays africains. Dès qu'il y a élection, il y a contestation. Or, si vous laissez le président en exercice se représenter autant de fois qu'il le souhaiterait,
les gens auront l'impression que c'est toujours lui qui va gagner, il y aura contestation, etc. Et ça va faire perpétuer des tensions dans le pays, comme c'est notre cas. C'est pour ça que je suis pour. La troisième chose, la dernière fois on parlait de répartition des richesses, répartition équitable. Et j'ai dit que c'est un terme que je n'aime pas. En réalité, il ne faut pas être naïf, c'est une manière aussi de répartir les richesses. En quoi faisant? C'est-à-dire que un nouveau régime qui vient, on parlait tout à l'heure, d'autres personnes, et quelque part, ça redistribue les cartes. Vous aurez ceux qui ont dit cumuler les fonctions. Oui, c'est d'autres qui vont venir les remplacer. Et bon, comme aux États-Unis, chaque 4 ans au moins, il y a 200 personnes qui sont dans l'administration. Pas que dans l'administration, dans les sociétés d'État et tout ça. Chaque président va vouloir nommer ces hommes en qui il a confiance. Surtout que dans notre pays, à nous, il n'y a pas d'exécutifs locaux où les partis politiques, les formations politiques peuvent aussi s'exercer à diriger un exécutif. Ici, les partis politiques qui sont là depuis des années n'ont jamais pu gouverner. Donc, ils sont très faibles financièrement. Ils sont très faibles, j'allais dire techniquement, en matière d'exécutif. Et comme ils ne dirigent aucun exécutif local aussi, ils n'ont rien. Donc, il y a une grande différence de fait entre le parti au pouvoir et l'opposition. Donc, la limitation de mandat doit permettre justement de rééquilibrer les choses. Voilà pourquoi la limitation de mandat pour moi est importante. Alors, je vais maintenant donner la parole aux auditeurs. Sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59. Depuis lors, on évoquait beaucoup de sujets. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur justement ces questions si vous nous écoutez sur la radio? Merci également à la diaspora qui nous suit attentivement sur le www.taxifm.tg. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent actuellement à Toulouse et à Paris. À Washington, on me signale aussi. Merci beaucoup à vous tous. Allô? Bonjour, mon grand citoyen d'État. Monsieur Thierry, nous vous écoutons. D'accord. D'accord, très bien. Oui, 30 secondes encore, M. Thierry. Oui, 30 secondes. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Thierry. Merci de nous avoir contactés. Il y a un auditeur qui nous dit, enfin, il veut interpeller directement Jean-Paul. Jean-Paul Agbo, permettez. Il y a beaucoup de succès. Alors, Jean-Paul, s'il te plaît, ne nous abrutis pas. Même au collège, on doit savoir que l'alternance est l'un des gages du développement. Il y a un autre auditeur qui parle de bonne analyse de Jean-Paul Agbo. Il y a un autre qui dit... J'aimerais dire merci à Jean-Paul Agbo concernant donc la limitation des mandats en Afrique et plus précisément au Togo aujourd'hui. Jean-Paul, merci dit. Très bien, vous voyez, il n'y a pas que des gens qui vous contestent. Un autre téléphone, allô? Oui, bonjour.
Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Kofi, nous vous écoutons. Allez-y. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, sinon, éteignez quand même carrément le poste. Vous devez nous écouter dans le combien? Parfaitement. Oui. D'accord. Très bien. Monsieur Kofi, merci beaucoup, on a compris. Merci de nous avoir appelé. Un autre auditeur qui nous dit à Berlin, les chefs d'État ghanéens et ivoiriens ont arraché des contrats. Faure Gnassingbé s'est contenté que des audiences. C'est comme ça qu'il va créer des emplois au Togo. C'est ce que lui, il dit. Un autre auditeur, allô? Oui, bonjour, cher ami, quel est votre nom? Monsieur Konavi, nous vous écoutons. Angela Merkel. D'accord. D'accord, très bien. Monsieur Komlavi, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Un autre auditeur qui nous dit, dans le PND, il est dit que des fonds extérieurs seront mobilisés auprès des Togolais, des étrangers ou de l'étranger. Mais ces derniers n'ont pas le droit de vote. Moi, je suis gestionnaire de projet. C'est un projet à risque. Les risques identifiés dans le PND doivent être résolus sur le plan politique, nous dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, en fait, dans chaque institution, concernant notre histoire des gens qui sont à la retraite mais qui refusent de partir, il dit, dans chaque institution, il se trouve qu'on proroge le départ à la retraite de certains individus. Même dans l'armée, il y en a. Ceux qui sont les DG, qui rappellent, gardent ou nomment leurs hommes de confiance et de compétence qui ont pour rôle de former en bien leurs subordonnés. Que chacun de nous fasse sa part et en bien, car Dieu est au contrôle de nous tous. Ça, c'est Abdoulaye qui nous parle. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Kolani, nous vous écoutons. Oui. C'est possible? Ah, d'accord. Vous demandez à l'autorité d'accepter ça. Ah, d'accord, très bien. D'accord. Ben, attention, parce que si le dossier est rejeté après, monsieur Kolani, vous serez responsable. Très bien, merci quand même de... Un autre, allô? Oui, bonjour. Monsieur Miwanouko, nous vous écoutons. Kolani, c'est... Ah d'accord, Kolani, oui.
Oui, allez-y. Monsieur Mionouko, monsieur, non, c'est vous qui allez nous écouter. Monsieur Mionouko, attendez. Ah ouais, c'est pas vous qui allez nous imposer. Attendez, non, c'est vous qui devez nous écouter d'abord. Bon, d'accord, écoutez, si vous ne voulez pas nous écouter là, on ne peut pas vous maintenir à l'antenne. On est là pour discuter. Si vous ne voulez pas nous écouter, on ne peut pas vous maintenir à l'antenne, monsieur Mionouko. Toutes nos excuses. On prend une autre. Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Selom, nous vous écoutons. Ah bon? Oui, il semble que c'est avec qui abattre le travail, le gros lot du travail. Oui, si, on a un peu ça. D'accord, très bien. Monsieur Selom, merci de nous avoir appelés. Je pense que le dernier auditeur, et avant de la parole aux auditeurs, aux confrères studio. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Adodo, nous vous écoutons. Tout en espérant qu'on ne nous l'arrache. Hein. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Dodo, merci de nous avoir contactés. On revient en studio. C'est pas quelques réactions par rapport à tout ce qu'on vient d'écouter. Je vais commencer par vous, Jean-Paul, puisque vous avez été interpellé tout à l'heure. Non, je crois que... 2 minutes maximum. Oui, 2 minutes. Non, il y a un auditeur qui a semblé dire que pour moi, la répartition équitable des richesses passe uniquement nécessairement par l'alternance ou la limitation. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est une forme de répartition. Ça ne veut pas dire que c'est la seule ou c'est la principale. La deuxième chose, c'est... Quelqu'un a parlé du fait que non, je souhaite abrutir les gens en disant que l'alternance n'est pas bonne. Je crois qu'il a des difficultés de compréhension. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que pour moi, la limitation de mandat, ce n'est pas un indicateur démocratique, que en revanche, c'est important pour des raisons que j'ai évoquées. Je finirai sur peut-être l'auditeur qui a dit que le Ghana a bénéficié de contrats ainsi que la Côte d'Ivoire. Il faut juste rappeler que ce programme date d'il y a 1 an et qu'entre-temps, le Togo aussi a bénéficié
déjà des avantages de ce programme avec le financement obtenu sur les 100 000 comment on appelle, panneaux solaires qui doivent être installés en dehors du système que je voulais. Non, c'est pas le programme CISO. Donc c'est les points que je voulais apporter. Parfait. Il y a une réaction d'un auditeur. Tout à l'heure, on parlait des impôts et tout ça. Il dit, moi j'ai eu à payer des impôts sur d'autres cieux, mais ici, dans mon pays, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que je le paye puisque j'avais une petite salle pour plus tard avec 3 employés. J'ai toujours payé toutes les taxes d'habitation, sur revenu, sur le chiffre d'affaires. Et un jour, je demande à un receveur combien ils prennent chez les grandes habitations dans le pays. Il me dit que rien parce qu'ils ne peuvent pas et que c'est uniquement chez eux qu'ils viennent se faire déclarer qu'ils prennent ces impôts d'habitation. C'est décourageant. 2. Je payais 3 000 francs d'impôts d'habitation et un jour, OTR me dit que je ne dois plus payer cela car pour un salle, c'est plutôt 9 000. Je me demande si une taxe d'habitation est fixée selon la société ou selon l'habitat. Bon, voilà, ça c'est une réaction. On va finir comme cela. Oui, on est en train de finir. Vous avez tout de table par rapport à ce qu'on a écouté. Il y a eu le cas de Socodé qu'on n'a pas pu aborder malheureusement. Oui, moi je voudrais revenir sur le cas de Socodé. Ce qui se passe là-bas est inquiétant. Malheureusement, les autorités banalisent la chose. Vous savez que dans cette ville-là, les gens ont quitté leur maison. D'autres sont actuellement au Ghana. D'autres. Encore? Ah oui, on n'en parle pas, mais des gens sont toujours au Ghana. Et voilà que la violence commence encore par monter. Ça inquiète. On doit rapidement apaiser les cœurs pour que les élections, si jamais elles ont lieu le 20 décembre, pour que Socodé et les autres villes aussi puissent avoir la possibilité de voter. Il faut d'abord qu'ils aient la carte. Olivier? Non, bon, je crois qu'il faut déplorer ce qui se passe à Socodé et appeler donc au retour du calme. Mais aussi, nous avons parlé d'Angela Merkel, du Togo, etc. Non, mais je crois, et il faut le répéter, que nous, en tant que citoyens, devons encourager l'application des lois et les réformes à venir, afin que nous ayons un cadre juridique qui nous permette donc de savoir quel type d'alternance et comment nous devons le faire. Sinon, il faut éviter l'alternance que nous voulons faire dans le, vous m'excusez le mot, le désordre et l'anarchie. Je ne crois pas que ça puisse nous arranger. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple que le ministre de la fonction publique a fait sortir récemment un arrêté interdisant le maintien des DG au poste après leur départ à la retraite. Mais force est de constater que ces DG sont toujours là et continuent de brimer les agents qui sont mis à leur disposition, notamment au ministère de l'Agriculture. Ça c'est le Togo, c'est le problème du Togo. En fait, c'est par rapport aussi à la situation de Socodé. Parce que, 45 secondes. Oui, parce que, à ce que je sache, aucune autorité sécuritaire n'est sortie pour nous dire la raison réelle de ce qui motive la sortie des forces de défense, ce qui motive ce qui se passe comme violence à Socodé. Je rappelle que du 26 au 28, j'étais à Socodé. Et au moins, j'ai vu les débuts de ce qui se passait. Je ne comprenais pas grand-chose. J'ai demandé à savoir, qu'est-ce qui se passe? Au moins, à l'époque, j'étais là. Je passais et au retour, là où il y avait du monde, je n'ai vu personne. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais qu'on nous dise que voilà, c'est pour telle raison qu'on fait sortir l'armée. C'est pour telle raison qu'on violente les gens. Mais quand on ne le dit pas et on ne commence pas à violenter comme ça des gens, c'est pas possible, c'est pas bien. Très bien. Jean-Paul? Non, je vais rejoindre le confrère sur le cas de Socodé, parce qu'effectivement, nous on n'y est pas, mais par rapport aux informations qui circulent, c'est très inquiétant. Et donc, il faut effectivement dire ce qui se passe. Il faut que les autorités communiquent sur ce qui se passe réellement et ce qui justifie la présence, donc, comme ça a été dit,
des forces armées sur place là-bas. Très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Thierry Afanokwe, Ildefonse Akwaki, Jean-Paul Agbo Aroleté et Olivier Adia. Merci également à Adja Prosper qui a assuré la coordination. Merci à tous les auditeurs, les 7 qui ont pu nous appeler. Il y en a qui cherchent à entrer en ligne, malheureusement. Merci à vous tous. Appelez-moi, c'est l'invitation. On fait coucou quand même à tous ceux qui nous suivent sur la Gazette du Togo. Merci à vous tous et on va dire à vendredi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@